Cette bête noire était si redoutée par la police française qu'elle s'est vue décerner le titre de seule et unique reine de la route. Elle était domptée par les lois de la physique et la force brute. Mais à peine 20 ans plus tard, sa couronne lui fut audacieusement ravie par cette voiture familiale. Une voiture qui n'était même pas symétrique. Sous ma dernière vidéo, vous m'avez inondé de commentaires exigeant que je tranche ce conflit historique. Et vous aviez raison. Il ne s'agit pas simplement d'une querelle entre deux passionnés d'automobile. C'est l'histoire d'un assassinat industriel parfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'invention du coffre conventionnel a durablement handicapé l'industrie automobile. Et pourquoi la voiture que vous conduisez aujourd'hui est le fruit d'un compromis douteux. Alors que nous décortiquions l'audace géométrique de la Renault 16, un spectateur, emporté par une vague de nostalgie incontrôlable, a frappé sur son clavier une phrase qui se voulait définitive, absolue. La R16, c'était ça, la véritable reine de la route. Il n'aura pas fallu 10 minutes pour que le système immunitaire d'Internet ne se déclenche avec une violence inouïe. Un autre passionné, gardien féroce et intransigeant de la mémoire mécanique française, a surgi des profondeurs de la toile pour lui répondre. Ces mots avaient la froideur clinique et la précision mortelle d'une lame de scalpel. Faux. Mensonge historique absolu. La seule, l'unique, la véritable reine de la route, c'était la Citroën traction avant 15-6, 20 ans plus tôt. Ta Renault n'est qu'une vulgaire usurpatrice. Une boîte en ferraille pour mère de famille. Ce qui pourrait ressembler à une banale querelle numérique entre deux anonymes cachés derrière leurs écrans dissimule en réalité la fracture sociologique, culturelle et mécanique la plus profonde, la plus vertigineuse de toute l'histoire automobile. Car le plus effrayant dans cet affrontement virtuel, la vérité qui dérange les puristes comme les progressistes, c'est que ces deux hommes ont absolument raison. Et que tous les deux ont tragiquement tort. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter de lire des fiches techniques poussiéreuses ou de comparer froidement des chevaux vapeur. Nous allons instruire le procès du siècle. Nous allons confronter deux souveraines que tout oppose. Deux visions de la France qui se méprisent viscéralement et qui se regardent en chiens de faïence à travers les couloirs du temps. Nous allons arracher la couronne des mains de l'imposture pour la remettre, de force, sur la tête de la monarque légitime. Observez attentivement les deux accusés qui se tiennent à la barre du tribunal de l'histoire. Dans le coin gauche, drapée dans l'obscurité poisseuse des années 30, porteuse de la couronne originelle, une couronne lourde, tachée de boue, de sang et de poudre, la Citroën traction avant 15-6. Oubliez immédiatement tout ce que vous savez sur les inoffensives voitures de collection qui paradent le dimanche. Cette machine n'était pas un simple moyen de transport. C'était un prédateur alpha, une anomalie balistique. Noire, menaçante, posée au ras du sol comme une bête tapie dans l'ombre, elle dégageait une aura si sulfureuse qu'elle glace encore le sang de ceux qui croisent son regard. Elle est le bruit sourd des armes automatiques déchirant la nuit, la voiture fétiche du grand banditisme, le spectre terrifiant de la Gestapo glissant silencieusement dans les rues de Paris sous l'occupation. Puis, le char de triomphe éclatant de la résistance et du général de Gaulle à la libération. La 15-6 n'a jamais demandé le respect du public. Elle l'a extorqué. Elle l'a pris par la force, par une majesté brutale, purement aristocratique, et par une suprématie dynamique si absolue qu'elle brisait l'ego de ses rivaux. Elle régnait par le fer, par le feu et par la peur. Dans le coin droit, baignée par la lumière aveuglante et insouciante des 30 Glorieuses, voici l'usurpatrice de la nouvelle classe moyenne, la Renault 16. Elle n'a absolument rien d'une tueuse à gages. Sa carrosserie est asymétrique, ses suspensions sont molles et conciliantes, elle arbore un sourire de bourgeoise repue et trimballe à l'arrière l'invention la plus roturière, la plus pragmatique du XXe siècle, le haillon. Elle n'a pas été conçue pour forcer des barrages de police dans la nuit noire, ni pour échapper aux balles. Elle a été conçue pour engloutir des chariots de supermarchés surchauffés par le soleil des parkings de banlieue et pour transporter des familles entières avec chiens et bagages vers les plages bondées de la Côte d'Azur. Elle n'a jamais inspiré la moindre once de terreur à qui que ce soit. Elle a conquis un pays entier par la douceur, par une servilité totale à ses occupants et par un pragmatisme dévastateur.
Elle ne règne pas par l'autorité, elle règne par le service rendu. Comment un titre aussi lourd de sens, aussi chargé de domination et de noblesse que celui de reine de la route, a-t-il pu glisser du long capot d'une machine de guerre impitoyable pour venir s'écraser, 20 ans plus tard, sur la 5e porte d'une camionnette familiale? Un titre de cette envergure ne se transmet jamais lors d'une cérémonie pacifique. Il se vole, dans la brutalité du marché. La Renault 16 n'a pas hérité de la couronne. Elle a méthodiquement assassiné la majesté pour s'en emparer. En transformant l'automobile d'un objet de pure domination masculine en un vulgaire outil domestique, en sacrifiant la prestance sur l'autel de la commodité et du volume de chargement, elle a commis un régicide culturel parfait. Mais le fantôme de la reine assassinée refuse obstinément de disparaître. L'âme de la traction avant 6 cylindres hante toujours notre mémoire collective, rappelant à quiconque ose s'asseoir derrière son immense volant noir ce que signifiait vraiment, charnellement, le fait d'être le maître incontesté du bitume. Avant que ce tribunal n'entende les témoins et ne rende son verdict irrévocable, j'ai besoin de savoir dans quel camp vous vous tenez. À cet instant précis, sans connaître la suite de l'histoire, à qui donneriez-vous la couronne d'or ? À la puissance ténébreuse, brutale et aristocratique de la Citroën des années 30 ou au génie lumineux, démocratique et utilitaire de la Renault des années 60. Choisissez votre souveraine, assumez votre vote et gravez son nom dans les commentaires. Car les preuves mécaniques que nous allons avancer risquent de détruire purement et simplement toutes vos certitudes. Pour comprendre comment l'usurpation a été rendue physiquement possible par l'évolution de la société, il est impératif de retourner au moment exact de la genèse du mythe. Il nous faut redescendre dans les forges fumantes de l'avant-guerre, à l'instant précis où les ingénieurs de Citroën ont accouché d'un monstre mécanique si incroyablement véloce, si férocement et surnaturellement plaqué au sol, que même les forces de l'ordre françaises refusèrent catégoriquement de le prendre en chasse. Nous sommes en 1938, et le paysage automobile français est une prison de fer et de bois. Les routes nationales sont le royaume de mécanique archaïque, de caisses anguleuses et haut perchées, propulsées par des roues arrière qui patinent au moindre soupçon de boue. Le moindre virage pris à plus de 40 km/h ressemble à une tentative de suicide assisté. C'est dans ce climat de lenteur poussiéreuse et de danger permanent que Citroën, dans un élan de génie presque blasphématoire, lâche sa bête noire sur l'asphalte. La traction avant 15-6. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un séisme technique. Le cœur de cette souveraine, c'est un moteur 6 cylindres en ligne de 2,9 litres, un bloc coulé d'une seule pièce qui développe une puissance que les autorités refusent initialement de croire. Mais le véritable choc ne vient pas de la puissance, il vient de la géométrie de la victoire. André Citroën, avant de mourir, avait parié l'avenir de sa marque sur un concept qui faisait hurler tous les puristes de l'époque, la traction avant. Le moteur est placé longitudinalement, mais renversé. La boîte de vitesse est à l'avant, le différentiel est au nez du véhicule. Le poids monumental du bloc moteur écrase littéralement les roues motrices sur le sol. La 15-6 ne se conduit pas comme une voiture, elle se téléporte. Alors que toutes les autres autos de l'époque doivent freiner violemment avant de s'engager dans une courbe sous peine de sortir de la route, la 15-6, elle, s'inscrit dans la trajectoire avec une insolence glaciale. Elle vire à plat, sans roulis, sans délester l'arrière. Sa tenue de route est si scandaleusement supérieure, si impunément efficace, qu'elle efface instantanément 2 décennies de progrès industriels. Elle devient, en quelques mois seulement, la machine la plus rapide, la plus stable et la plus terrifiante du continent. C'est ici qu'elle gagne son titre de noblesse. Ce n'est pas le service marketing de Citroën qui l'a inventée. Ce sont ceux qui vivaient dans la peur de la voir apparaître dans leur rétroviseur. Les policiers, les douaniers et les bandits. Pour la police française, la 15-6 est un enfer impossible à rattraper. Pour le grand banditisme, elle est l'outil indispensable. De Pierrot le Fou à René Lacanne, tous savent que posséder une 15-6, c'est posséder une avance de 3 km sur les forces de l'ordre. Elle est devenue la reine de la route parce qu'elle était la seule à pouvoir échapper à tout ce qui tentait de l'arrêter. Elle régnait par la vitesse, par le mépris des barrages, par une puissance mécanique si dévastatrice qu'elle a redéfini le rapport de force entre l'État et l'individu.
Pourtant, cette suprématie sombre, cette élégance noire et glaciale de la 15-6, porte en elle un germe de destruction. La mécanique est parfaite, mais l'ergonomie, elle, appartient à un autre monde. Les ingénieurs de Citroën ont concentré toute leur intelligence sur le train roulant, oubliant que pour qu'une reine puisse régner durablement, elle doit aussi savoir transporter les symboles de sa puissance. Regardez l'arrière de cette bête majestueuse. Vous voyez cette croupe fine, tombante, d'une élégance aérienne ? Elle est totalement, physiquement, structurellement incapable d'accueillir le moindre bagage digne de ce nom. Dans les années 30, ce n'était pas un défaut. On voyageait avec des malles en cuir sanglé sur une grille extérieure, exposés à la pluie, au vol, au regard de tous. C'était la norme. Mais à mesure que la France entrait dans l'ère de la consommation, ce vide arrière devenait une plaie béante. Une faille qui allait rendre la souveraine totalement inapte à affronter la nouvelle société qui se dessinait après 1945. Comment une voiture peut-elle rester reine alors qu'elle est incapable de porter le moindre sac de voyage sans se défigurer ? À quel moment la perfection mécanique se transforme-t-elle en un handicap commercial insurmontable face aux exigences de plus en plus pressantes des familles françaises ? La 15-6 commence à paraître vieille. Ces lignes, autrefois si modernes, deviennent les stigmates d'une autre ère. Pour tenter de sauver sa souveraine, Citroën va commettre une erreur désespérée, une modification si hideuse, si maladroite, qu'elle va marquer le début de la fin pour ce mythe intouchable. Ils vont décider d'ajouter un coffre. Une excroissance, une verrue de tôle emboutie, greffée à la hâte sur cette carrosserie si pure. Un suicide esthétique qui va transformer la voiture la plus admirée de France en une caricature d'elle-même, incapable de masquer la vérité. La 15-6 ne sait pas vivre dans le futur, elle appartient irrémédiablement au passé. Si vous aviez été aux commandes de Citroën en 1952, auriez-vous eu le courage de défigurer la plus belle voiture du monde pour essayer de la rendre pratique ? Ou auriez-vous préféré laisser la reine mourir avec sa gloire intacte ? La réponse des clients a été un coup de poignard dans le dos de la marque. Mais alors que la 15-6 tentait désespérément de cacher son incapacité à s'adapter, un autre nom, un nom que personne ne voyait venir, commençait à murmurer dans les bureaux de Renault qu'il était temps de liquider tout l'héritage de la malle séparée. Un changement radical se préparait, une mutation qui allait non seulement tuer le prestige de Citroën, mais obliger le monde entier à repenser ce qu'est, physiquement, une automobile. Une seule question brûle les lèvres des historiens. Quelle était cette faille fatale dans le design français que Renault a découverte et que Citroën a refusé de voir ? C'est ici, dans l'exiguïté frustrante d'un coffre à malles, que le mythe de la traction avant a commencé à se fissurer. La France de l'après-guerre ne veut plus seulement rouler vite, elle veut accumuler. La consommation est devenue une religion et la voiture en est le temple mobile. Pourtant, en 1952, la direction de Citroën, paniquée par l'érosion des ventes de sa souveraine, commet une erreur de jugement qui frise le sacrilège, la naissance de la malle bombée. Pour tenter de répondre aux besoins des familles, il greffe, avec une maladresse technique effroyable, un appendice de tôle ventripotent à l'arrière de la 15-6. Le résultat est une monstruosité esthétique, une verrue métallique qui brise la ligne de fit pure de la voiture. Mais le pire n'est pas le design, c'est l'ergonomie. Cette malle est un piège. Son ouverture est minuscule, un simple rectangle de métal où l'on doit engouffrer les valises en les contorsionnant. Le seuil de chargement est si haut qu'il faut littéralement soulever les bagages à bout de bras, les faire basculer par-dessus la carrosserie avant de les plonger dans un puits obscur, humide, totalement inaccessible. C'est la mort du confort pour le voyageur, et c'est le début d'une agonie lente pour la marque au chevron. La reine, avec son appendice greffé, a perdu sa majesté. Elle ne règne plus, elle tente maladroitement de servir. Cette incapacité à transporter le monde moderne allait précipiter la fin de la 15-6, mais une menace bien plus directe se préparait dans les bureaux d'études de la concurrence. Car si Citroën s'acharnait à défigurer sa légende pour y faire rentrer une valise de plus, Renault, lui, était en train de concevoir une architecture qui allait rendre cette lutte totalement inutile. Une architecture où la distinction entre le passager et le bagage allait être abolie.
Imaginez l'horreur des ingénieurs de l'époque devant le projet 115. Pour la première fois, on ne demande plus à une voiture d'avoir une malle séparée. On demande à la voiture d'être un volume, une coquille homogène où l'arrière peut s'ouvrir entièrement sur le monde. C'est l'invention du haillon. C'est la fin du cloisonnement. Pierre Dreyfus, le patron de Renault, l'a compris. La voiture de demain ne doit pas être un coffre-fort pour bagages, elle doit être une extension du foyer. Mais en voulant transformer l'automobile en un espace de vie modulable, il vient de déclarer une guerre ouverte contre tous les codes de l'industrie. Pourquoi une telle transformation était-elle si radicale, si dangereuse ? Pourquoi, en ouvrant l'arrière de la voiture, Renault a-t-il provoqué une onde de choc qui a fait trembler les fondations de l'industrie européenne ? La réponse réside dans une mutation invisible mais dévastatrice de la structure même de l'acier. En découpant le mur porteur de la voiture, en créant cette immense ouverture pour le haillon, les ingénieurs ont transformé le châssis en un ressort instable. La voiture ne tient plus que par un miracle de soudure. Le moindre virage un peu appuyé devient une épreuve de force où les portières menacent de s'ouvrir toutes seules, où le pare-brise risque de voler en éclats sous la torsion de la carrosserie. Ils ont créé une machine de guerre pour la classe moyenne, mais une machine qui veut s'autodétruire dès qu'elle quitte le garage. Dites-moi en commentaire, trouvez-vous que l'évolution vers des voitures à tout faire, des utilitaires familiaux, nous a fait perdre ce plaisir esthétique d'avoir un coffre séparé, élégant et mystérieux ? Ou préférez-vous sacrifier la beauté de la ligne pour avoir la certitude de pouvoir transporter votre vie entière dans votre voiture ? Le chaos structurel que Renault a dû dompter pour faire exister la R16 était une insulte à la rigidité de la traction. Avant. Les ingénieurs de l'époque ont dû inventer des techniques de soudure et des alliages d'acier qui n'existaient même pas dans les manuels de Polytechnique. C'était une course contre la montre, un pari technologique suicidaire où le moindre défaut de calcul transformait la voiture en un tas de ferraille tordues après à peine quelques kilomètres. C'était le prix à payer pour sortir de l'ère de la malle séparée. Et c'est exactement ce moment de bascule, cette tension extrême, qui allait forcer le secteur à se réinventer, alors même que Citroën, dans un dernier souffle de grandeur, préparait une riposte si technologique, si radicalement différente, qu'elle allait enterrer la R16 sous une pile de brevets et de brevets d'invention. Quelle était donc cette innovation secrète ? Ce brevet jalousement gardé que Citroën a sorti de ses tiroirs pour humilier la nouvelle reine du haillon. Le 5 mars 1965, sous les projecteurs aveuglants du Salon de Genève, Renault commet ce que la vieille garde de l'automobile considère comme un attentat à la pudeur mécanique. Le voile tombe sur la Renault 16. Les journalistes, habitués aux lignes aristocratiques des berlines classiques, sont saisis d'une stupeur mêlée d'effroi. Ce n'est ni une berline, ni un break, ni un utilitaire. C'est une créature hybride, un objet non identifié qui défie les catégories établies. Les puristes s'étranglent. Comment peut-on appeler automobile une machine dont l'arrière s'ouvre comme une gueule de baleine ? Ils raillent ce haillon, cette cinquième porte, qui, selon eux, transforme un chef-d'œuvre de prestige en une simple carriole de livraison. Mais le véritable séisme n'est pas esthétique. Il est structurel. Pour que cette Renault 16 puisse encaisser la torsion monstrueuse d'un arrière coupé en deux, les ingénieurs ont dû repenser la matière même. Ils ont imposé des renforts d'acier invisibles, greffés à l'intérieur des montants et des bas de caisse. C'était une prouesse de soudure électrique, un défi lancé aux lois de la résistance des matériaux. Et pourtant, ce miracle d'ingénierie dissimulait un vice, une anomalie géométrique si scandaleuse, si radicalement différente de tout ce qui roulait sur Terre, que si un expert en châssis de l'époque l'avait découverte, il aurait fait interdire la voiture sur le champ. Les ingénieurs avaient besoin de garder un plancher parfaitement plat pour charger les fameux chariots de course. Pour y parvenir sans que la suspension ne vienne envahir cet espace sacré, ils ont dû recourir à une astuce tactique d'une audace insensée, les barres de torsion arrière. Comme ces tiges d'acier élastique ne pouvaient pas se chevaucher sans encombrer le plancher, ils les ont décalées. Résultat, l'empattement de la Renault 16 n'est pas identique à gauche et à droite. La voiture est physiquement asymétrique. Elle roule en crabe, avec une roue arrière située 7 cm en retrait par rapport à l'autre.
C'est une abomination pour la géométrie classique, un cauchemar pour la précision du train roulant. Et pourtant, ce défaut congénital, cette difformité assumée, va devenir l'arme fatale qui va propulser la Renault 16 au sommet du monde. Car une fois lancée sur les départementales, cette asymétrie devient une intuition, une souplesse de félin qui s'adapte aux irrégularités du bitume avec une aisance surnaturelle. Elle ne se comporte pas comme une machine rigide, elle ondule, elle absorbe, elle s'adapte. Le public ne voit pas une voiture bancale, il découvre le confort absolu. En quelques mois, le mépris des élites se transforme en une panique généralisée chez les concurrents. Les ventes s'envolent avec une furie qui prend de court toute l'industrie. La R16 ne se vend pas à des aristocrates en costume-cravate. Elle se vend à des familles qui veulent enfin vivre à l'intérieur de leur voiture. Le nom de Reine de la route, ce titre qui était l'apanage exclusif de la traction 15-6 des gangsters et des chefs d'État, commence à glisser, presque imperceptiblement, vers cette citadine familiale qui semble avoir conquis le cœur du peuple. Une passation de pouvoir s'opère dans les consciences. La 15-6, avec son moteur rugissant et son allure sinistre, devient une antiquité encombrante, un vestige d'un monde de violence et de hiérarchie rigide. La Renault 16, elle, est devenue l'icône de la France nouvelle, optimiste, fonctionnelle et tournée vers les loisirs. La couronne a changé de tête, mais à quel prix pour l'intégrité de l'automobile? Dites-moi en commentaire, trouvez-vous qu'une voiture parfaite sur le plan de l'ingénierie, mais asymétrique et décalée, aurait sa place dans le monde ultra standardisé d'aujourd'hui? Ou pensez-vous que Renault a eu une chance insolente que ce défaut ne devienne jamais un scandale public? Le succès de la R16 est tel que le groupe Peugeot, le gardien du temple de la berline classique, se retrouve dos au mur. Ils voient leur part de marché fondre comme neige au soleil. Leurs 404 et 504 tricorps paraissent soudainement d'un autre âge, des antiquités de luxe, alors que la Renault 16 devient le centre de gravité de la vie familiale. Mais dans les bureaux de Sochaux, on ne se laisse pas abattre. On prépare une riposte d'une sauvagerie industrielle qui va redéfinir la notion même de concurrence déloyale. Ils ont découvert une faille dans la stratégie de Renault, une faille qui va provoquer l'un des retournements les plus brutaux de l'histoire de la conquête automobile, et ce qui va suivre va non seulement ruiner des milliers de familles de Poissy, mais plonger la France dans une période de turbulence sociale dont elle ne se remettra que très difficilement. Pourquoi le succès de la R16 était-il le prélude nécessaire à une exécution industrielle que personne n'avait osé imaginer? L'heure du jugement a sonné. Pour trancher ce débat qui déchire les passionnés, nous devons faire abstraction des chiffres de vente et plonger au cœur de la machine. Imaginez-vous en 1950, vous glissez derrière le volant d'une 15-6. La direction est une enclume, lourde, physique, intimidante. Le levier de vitesse semble vouloir vous broyer les doigts. Ce n'est pas une machine de confort, c'est un instrument d'autorité. Chaque fois que vous amorcez un virage, vous sentez le poids du moteur écraser le train avant, une puissance brute qui exige une soumission totale du conducteur. La reine de la route, c'est cette bête noire qui ne vous pardonne rien. Elle règne sur le bitume par la terreur qu'elle inspire et par cette vitesse surnaturelle, inatteignable pour le commun des mortels. Elle est le monarque absolu, celui qui impose sa volonté par la force, le gangster, le préfet, le souverain. Passez maintenant aux commandes d'une Renault 16, 15 ans plus tard. Le contraste est une gifle psychologique. La direction est d'une légèreté presque suspecte. La suspension pompe, ondule, efface chaque imperfection du monde. Vous n'êtes plus en train de dompter un fauve. Vous êtes dans un salon domestique qui se déplace. La R16 ne cherche pas à vous impressionner par sa brutalité. Elle cherche à vous servir. Elle est la souveraine de la classe moyenne, celle qui se plie en quatre pour vous offrir un lit, un volume de chargement, une praticité désarmante. Elle a tué l'aura mystique de l'automobile pour la transformer en un outil, en une extension de votre foyer. Mais c'est ici que le dilemme devient tragique. En abdiquant sa puissance brute pour embrasser la praticité domestique, la Renault 16 n'a pas seulement détrôné la 15-6, elle a dégradé la nature même de la reine de la route. La traction avant possédait une dimension éthérée, presque divine dans sa capacité à dominer la route. Elle était une icône culturelle, un objet que l'on vénérait. La R16, elle, est une icône utilitaire. Elle est aimée, utilisée, maltraitée, puis jetée. Elle est la première reine consommable.
Et c'est là que le piège se referme sur nous. Le succès planétaire de la R16 a prouvé à tous les industriels de la planète que l'excellence mécanique ne servait à rien si elle n'était pas emballée dans une promesse de confort immédiat. Pourquoi s'échiner à créer des suspensions complexes, des châssis équilibrés et des moteurs de haute précision si le consommateur est prêt à tout sacrifier pour un haillon et un siège rabattable ? L'industrie a compris que la reine de la route ne devait plus être celle qui domine le bitume par sa bravoure, mais celle qui facilite les courses du samedi après-midi. Le désastre est devenu total quand ce modèle de la voiture à tout faire a été détourné par les départements marketing. Peugeot, humilié par le succès de la R16, a fini par adopter cette philosophie, avec une agressivité qui allait dévaster l'âme du marché français. Ils ont fini par comprendre que pour régner sur la route, il ne fallait plus construire les meilleures voitures du monde, mais celles qui offraient le plus grand volume de chargement au meilleur prix, quitte à ce que chaque pièce, chaque boulon, chaque centimètre de tôle soit sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Les conséquences de ce basculement sont effroyables. Nous sommes passés de l'ère de la reine guerrière, qui exigeait de l'habileté et de la passion, à l'ère de la reine servante, qui demande uniquement une docilité absolue à la société de consommation. Et au moment où je vous parle, ce processus de dégradation atteint son paroxysme dans les usines de Stellantis, là où les noms légendaires sont désormais découpés en pièces détachées pour être vendus comme des accessoires interchangeables sur des châssis génériques. Quel est votre verdict ? La reine de la route, est-ce celle qui vous domine et vous impressionne par sa puissance, ou celle qui vous facilite la vie au quotidien jusqu'à en oublier sa propre identité ? Êtes-vous prêt à admettre que notre confort a tué le mythe, ou la Renault 16 était-elle le progrès nécessaire que nous étions condamnés à adopter ? Laissez vos arguments les plus tranchants en commentaire. Car si le duel entre ces deux reines a redéfini la France, un autre conflit, bien plus sombre, couvait dans les sous-sols des usines de Sochaux. Alors que la R16 triomphait, une alliance contre nature, un pacte secret et toxique entre les héritiers de Simca et la direction de Peugeot, s'apprêtait à provoquer le plus grand gâchis industriel du XXe siècle. Ils avaient un plan, ils avaient les usines. Mais ils n'avaient aucune idée de la monstrueuse révolte sociale qu'ils allaient déclencher en essayant d'effacer le nom Simca de la mémoire collective des Français. Ils pensaient que ce serait une formalité administrative, un simple changement d'écusson sur le capot. Ils ignoraient qu'ils venaient d'allumer une mèche qui ne s'éteindrait que dans les flammes. Le verdict, bien que l'histoire s'évertue à le masquer sous des couches de vernis marketing, est d'une brutalité sans appel. La traction avant 15.6 n'a jamais été détrônée. Elle a été abandonnée, trahie par une époque qui a soudainement préféré la facilité du supermarché à la majesté sauvage du bitume. La Renault 16, avec son haillon et son plancher plat, n'est pas une reine. C'est une servante efficace, une mercenaire de la logistique qui a réussi son coup d'État parce qu'elle répondait à la seule question qui obsédait la France des années 60. Combien de sacs de courses puis-je entasser derrière moi ? Nous avons, en l'espace de 2 décennies, troqué le culte de l'autorité pour celui de la commodité. La traction, avec sa ligne noire et son moteur de prédateur, imposait une forme de respect qui frôlait la crainte. La R16, elle, nous a appris à ne plus respecter l'objet, à l'utiliser, à le vider et à le remplacer. Elle a instauré le règne du jetable, de la voiture à vivre qui se déprécie aussi vite qu'un paquet de pâtes ouvert. Mais posez-vous la question, que reste-t-il aujourd'hui de ce prestige ? Lorsque vous circulez dans ces monstres surélevés et agressifs que l'industrie nous impose, avez-vous le sentiment de régner sur la route ou celui d'être enfermé dans un bunker électronique qui vous protège contre une société que vous ne comprenez plus ? La reine de la route ne demandait pas de capteur pour se garer. Elle demandait du talent. Elle exigeait une communion physique avec le bitume. Aujourd'hui, nous avons éliminé le talent au profit de l'assistance. Nous avons éliminé le risque au profit de l'asepsie. Le drame, c'est que nous avons fini par croire que cette évolution était un progrès. Nous avons laissé les tableaux Excel des constructeurs décider de la forme de notre liberté. Ils nous ont convaincus que la noblesse automobile était un concept réactionnaire. Un luxe inutile pour des citoyens qui ne veulent que transporter leurs enfants et leurs courses en sécurité. Ils ont gagné. La majesté a disparu, écrasée sous le poids des normes environnementales et de la rentabilité automatisée.
Pourtant, dans les garages sombres de quelques passionnés, des moteurs 6 cylindres rugissent encore. Dans le silence des musées, la ligne de la 15-6 continue de défier le temps, plus pure que n'importe quel SUV actuel. C'est là que réside la leçon amère. La vraie royauté ne s'achète pas avec un haillon modulable. Elle ne s'acquiert pas dans les catalogues d'options. Elle s'impose. La traction avant le faisait par sa science de la trajectoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus de souveraines. Nous n'avons que des utilitaires suréquipés. La question n'est plus de savoir qui est la reine de la route, mais de savoir si nous sommes encore capables de conduire quelque chose qui possède une âme, ou si nous sommes condamnés à n'être que des passagers de nos propres machines, assistés, surveillés et limités à 30 km à l'heure. Dites-moi en commentaire, si vous aviez le choix, demain matin, de sortir pour un long trajet, choisiriez-vous la puissance sombre et sauvage d'une 15-6 ou le confort domestique d'une R16 ? Quel est le véhicule qui, selon vous, possède cette dernière étincelle de noblesse que l'industrie s'acharne à éteindre ? Prenez position, car le débat est loin d'être clos et la couronne est toujours à prendre. Il n'y a pas de repos pour les vaincus. Car alors que la 15-6 était encore en train de conquérir les esprits et que la Renault 16 balayait tout sur son passage, une menace bien plus insidieuse, une forme de cupidité si obscure qu'elle allait changer la définition même du risque de mort sur la route, germait dans les bureaux d'études d'un géant américain. Ils avaient compris que pour maximiser les profits, il fallait parfois accepter de laisser mourir ses propres clients. Une équation macabre, un calcul froid où la vie humaine se pesait en dollars, un dossier secret dont les fuites allaient déchaîner le plus grand scandale de sécurité de toute l'histoire automobile. Laquelle de vos voitures préférées a été conçue pour devenir un piège mortel? Et comment le constructeur a-t-il pu, en connaissance de cause, décider qu'il était plus rentable d'indemniser les familles des victimes que de corriger un défaut technique à 11 $?